Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour un événement, pour une conférence qui appartient à notre programme, à notre exposition Sometimes Doing Nothing Leads to Something. Et cette fois-ci, c'est une conférence qui va nous conduire jusqu'au cinéma, jusqu'à l'image en mouvement, parce que c'était un des aspects qui nous a aussi intéressés. C'est-à-dire que dans cette programmation, on a essayé un petit peu de changer les géométries de qu'est-ce que ça veut dire faire de rien faire ou faire rien, faire le rien. Je ne sais pas comment le mettre, mais on voulait aussi plonger, toucher la question du cinéma. Et pour cela, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui, ce soir, avec nous François Bovier, qui est chargé de cours à l'école cantonale à l'ECAL. Il est aussi maître d'enseignement et de recherche à la section d'histoire esthétique du cinéma à l'Université de Lausanne. François Bovier est cofondateur de la revue Décadrage et aussi co-éditeur de la collection Plan Séquent, éditée à Genève. Il a publié, il est un expert du cinéma, je dirais, expérimental et pas seulement. Il a conduit plusieurs projets de recherche dans le contexte du Fonds national de recherche et il travaille aussi comme curateur indépendant dans le champ de l'image en mouvement. Je ne veux pas vous lister toutes ces publications parce qu'on aurait pour beaucoup de temps, mais je voulais surtout souligner un titre qui vient de paraître aux publications Les Presses du Réel, dans lequel François Bovier est co-éditeur, qui s'appelle Minor Cinema Experimental Films in Switzerland. Et qui travaille et qui explore clairement cette question de l'archéologie du cinéma expérimental en Suisse. Pour terminer cette courte présentation et passer la parole à François Bovier, il est vrai que quand nous avons pensé en cinéma, on avait réfléchi un petit peu à cette situation un peu particulière du cinéma. Quand je parle cinéma, je parle de l'espace cinéma où on rentre pour voir un film, où on participe pas complètement passivement à ces films, mais en effet, si nos yeux, si notre cerveau accueille toute cette information, en même temps, notre corps, il est en pur repos. Et François Bovier, dans une interview à propos de cet aspect, où il parle de la question de la dichotomie black box, white cube, il parle de cette idée d'être au cinéma, on peut presque s'endormir quand on voit un film, et cet endormissement, c'est de faire rien de notre corps en même temps que notre cerveau travaille et accompagne l'histoire qui nous est présentée. Et effectivement, le cinéma, c'est cet lieu un peu particulier où on ne fait rien, mais en même temps, on fait peut-être beaucoup de choses. Donc, je passe la parole à François Bovier. Merci beaucoup d'être avec nous. Et le titre de sa conférence s'appelle, un très grand titre, Intermédiaire du film structurel et du cinéma structurel matérialiste et la logique anti-institutionnelle du mouvement Fluxus. Le média met les messages, ou faudrait-il au contraire parler d'intermédiaire? Merci beaucoup, François Bovier, merci beaucoup d'être avec nous et je vous passe la parole et aussi l'écran. Écoutez, merci. Merci pour cette présentation. Oui, c'est un titre à rallonge, mais George Lando faisait ça encore mieux que moi, donc c'est un peu volontaire que j'ai fait un titre à rallonge. La réponse, c'est l'intermédiaire, quoi, en gros. Ce qui m'intéresse ici sera l'intermédiaire plus que des questions de medium spécificité. Alors, ce que je propose de faire, mais vous pouvez chaque fois intervenir, c'est que je partage mon écran avec un PowerPoint et vous me verrez avec une petite image ou pas sur la droite, je crois. Bon. Parfait. Alors, je vais y aller très simplement. Vous m'entendez tous, c'est bon? Très bien. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est assez simple. Je vais répondre à la demande qui m'a été faite tout en la déplaçant. Donc, d'abord, je commence. Si j'avais utilisé ce truc, bon, voilà. Bon, le point, vous me dites et vous intervenez si ce n'est pas clair. Le point de départ de ce cycle de conférences qui s'articule à une exposition, a-t-elle eu lieu, je n'en sais rien. Mais par conséquent, le point de départ de ma propre intervention est une performance.
de Francis Ellis qui s'appelle Sometimes Doing Nothing Leads to Something. Certes, l'artiste traîne, pousse, charrie un cube de glace dans les rues de Mexico, et celui-ci, on peut s'y attendre, fond. Il n'en reste plus rien après cette heure. Mais ce que je veux souligner, c'est que pour ce faire, l'artiste a dû fournir un travail, un effort, sinon jamais il n'aurait pu y parvenir. Il y a donc ici un processus, une praxis, pour emprunter les termes de l'artiste, qui est mis en jeu. C'est-à-dire que la création de rien repose sur un processus. Cette praxis, de mon point de vue, s'apparente à une performance, où le something, en tant qu'événement, force de travail, protocole expérimental, me paraît aussi important que le nothing auquel il conduit ici, et qui est un peu contingent, dirais-je. Et je ne pense pas là aux photographies, aux vidéos, aux installations issues de la performance de Francis Ellis, qui acquièrent bien sûr toute une valeur marchande. Mais je pense ici à l'action en tant que telle. Francis Ellis évoque, de façon assez éloquente, un règlement de compte avec la sculpture minimale. Ce sens qu'il n'y a plus d'objets exposés dans sa théâtralité, dans sa concrétude, dans son littéralisme. L'intervention dans les rues ne laisse aucune trace. Mais bon, vous aurez compris mon point de vue, est-ce bien là l'enjeu de l'art littéraliste ou minimaliste? On peut en douter. Est-ce bien là l'enjeu d'ériger des formes, de laisser des traces dans un milieu, que celui-ci soit la galerie, le musée, la ville, la nature? Et j'en doute. Ma réponse est plutôt négative. Ces questions, ce qui m'amène à mon sujet, n'ont pas manqué non plus de se poser face au médium du film, qui par définition est concret. Bon, il s'agit d'une trace, d'une fixation d'un avoir été là. La logique du cinéma est indexale ou indicielle. C'est une trace. Pourtant, nombre d'artistes ont perturbé la vocation à figurer et à documenter du film. Parfois, suivant une direction que l'on pourrait décrire comme une propension à textualiser l'art, rencontrant ainsi les enjeux de l'art conceptuel à travers un médium qui semble pourtant ne pas participer par sa nature, par sa fonction, à ce processus de dématérialisation de l'objet et de l'œuvre. Or, malgré la matérialité ou la concrétude du support des films, des jeux libres de langage, des énoncés de protocoles qui peuvent ou non être actualisés, se sont parfois substitués à l'œuvre en tant que telle, malgré le substrat indéniable, photochimique du cinéma. Certes, on pourrait poser les questions autrement si on se penche dans le champ de l'art vidéo, parce qu'en effet, ici, l'enjeu est de manipuler et transformer le signal. Le geste, c'est de produire des images inédites et des sons inouïs qui contrecarrent la logique de la reproduction mécanique. Mais bon, là, ce n'est pas ce dont je vais parler, ce n'est pas le sujet de mon intervention. J'évoquerai au passage, ici ou là, certaines de ces pratiques, mais je m'attacherai surtout à décrire la logique d'un cinéma conceptuel, un film processuel qui peut faire l'économie de toute représentation. Vous pouvez toujours m'interrompre, hein, n'oubliez pas. Donc, dans le champ du cinéma expérimental et des films d'artistes, qu'il convient de distinguer, je précise, bon, dans le premier cas, cinéma expérimental, le contexte, c'est celui des coopératives de cinéastes indépendants qui se structurent de façon autonome. Dans le second cas, on s'inscrit quand même dans une économie marchande qui est celle de l'art contemporain. Bon, malgré la différence entre les contextes et les démarches, il y a des points qui me paraissent très proches dans les démarches. Donc, le littéralisme, ou tout simplement l'absence d'images développées, constitue une tentation persistante, aussi bien dans le champ du cinéma expérimental que des films d'artistes. J'exposerai un certain cas limite de films vides avant de me tourner vers d'autres types de pratiques que l'on pourrait désigner comme un cinéma écrit, qui remonte peut-être au scénario intournable des années 20, ou en tout cas qu'on peut renvoyer à la pratique de la poésie concrète telle qu'elle s'est développée depuis les années 50, qui a eu des incidences, je pense, même si je suis peut-être le seul à le penser, sur le cinéma. Donc, dans le champ du cinéma expérimental, tous ces enjeux se nouent à un moment donné, sont discutés, sont débattus en 69,
Puis Adam Sidney propose la notion de cinéma structurel et il propose une définition de ces pratiques qui sont contestées par les cinéastes et les vidéastes qui sont regroupés autour de la London Film Cup et de Arts Lab à Londres, qui dénoncent la lecture de Sidney comme une lecture essentialiste, greenbergienne, orientée par le support et pas du tout matérialiste. Bon, pour ma part, je pense qu'il vaut mieux déplacer les questions et introduire une question qui est tout à fait contemporaine à ce débat, qui est la question de l'intermédiaire, qui, si vous voulez, rebat les jeux entre l'affirmation d'une structure formelle autonome de l'œuvre et la revendication d'un matérialisme du support de l'œuvre. L'intermédiaire, c'est autre chose. Pour le dire très rapidement, je ne vois pas où d'ailleurs s'arrête le cinéma structurel, littéraliste, minimaliste, et où commencerait le cinéma élargi, la performance multimédia. Je conteste cette division, qui est pourtant un lieu commun. Du point de vue des pratiques, ces démarches sont corrélées, même si elles semblent répondre à des visées opposées. Réduire le cinéma à ses éléments constitutifs, c'est très définitoire, comme cela se faisait dès les années 20, dans le contexte du cinéma d'avant-garde, en particulier du cinéma absolu en Allemagne, c'est une position. Et élargir le dispositif cinématographique et surtout la conscience, la perception, suivant une perception qui est tantôt psychédélique ou plutôt orientée par des théories cybernétiques, c'est une autre chose. Les deux sont corrélés. À mon avis, il y a une contradiction dans les termes qui peut être résolue dès qu'on mobilise la notion d'intermédiaire, puisque l'intermédiaire n'est ni le film structurel, ni le cinéma élargi, c'est autre chose. On sort dès lors de limites très formelles qui tendent à définir un support, un médium auquel on peut opposer un milieu, l'agentivité de support mixte, hybride. Sur le plan intellectuel, pour moi en tout cas, cette position me paraît beaucoup plus productive de penser en termes que de penser en termes de réduction d'essentialisme ou alors de penser en termes d'élargissement de mixité. Donc, je vais évidemment revenir aux artistes Fluxus qui ont été les premiers à théoriser et à mettre en œuvre cette praxis de l'intermédiaire dans les années 60-70, que j'opposerai pour ma part à une doxa formaliste. Évidemment, il conviendrait d'introduire, je le dis et je ne le ferai pas, il conviendrait d'introduire une dimension politique dans ces débats. Fluxus est conçu comme anti-art, art-amusement, réfutation des institutions et des instances de légitimation de l'art contemporain, mais aussi, en tout cas par certains de ses protagonistes, tel Maïsionas, Fluxus est conçu comme un groupe politique qui s'inscrit dans la postérité du productivisme et du front gauche des arts en URSS. Donc, il y a une question politique que je ne poserai pas, mais qui est évidemment sous-jacente. Je ne l'ai fait pas à faute de temps. Bon, ça serait en fait là s'écarter de mon propos, qui est la question du rien et du quelque chose, nothing, something, à laquelle je vais essayer d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse. On regarde la pratique filmique, en reposant autrement les termes du débat. Pour moi, on pourrait poser ainsi les questions. Quand ne pas faire œuvre, je repars de ce truc-là, de cette performance, qu'on ne pas faire œuvre, c'est faire en effet quelque chose. Ou bien alors, je dirais ça simplement avec les termes d'Austin, du philosophe et linguiste Austin, qu'on dire c'est faire. Pour moi, la performance et la performativité, dans le sens où les linguistes comprennent les actes de langage, tous deux participent à instituer une action qui, pour moi, se rejoignent ici dans ce genre de démarche performative et réflexive. Bon, premier exemple, très simple. Et je vais donc analyser un certain nombre d'analyses de cas sans être exhaustif, sans prétendre construire une théorie de la production d'absence d'objets en tant que geste artistique. Un paradigme qui me paraît absolument définitoire dans cette stratégie de renoncement à la figuration et à l'image, qu'on pourrait décrire comme un dépassement ou un rejet de la représentation, et l'action, la performance, l'event, le happening. Je relève quand même le paradoxe ici. Ces actions, ces événements reposent le plus souvent sur des scripts, sur des partitions, sur des énoncés de protocole. Ils sont donc écrits, consignés. L'indétermination dépend, si ce n'est d'un calcul précis, du moins de la création d'une situation qui suit et répond à l'énoncé d'une intention. Ce que certains pourraient envisager comme une improvisation, une pure provocation, répond en fait
à un système de notation, à une direction, qui est le plus souvent consigné sur le papier ou qui est illustré par des schémas. Dans bien des cas, la partition qui peut être interprétée librement et le modèle opératoire. Je prends un premier exemple de film vide et je le corrèle à plein d'autres actions, parce que je pense que ça n'existe pas seul, un objet. Donc, Zen for Film, hop. Voilà, Zen for Film, je reviens en arrière. Zen for Film de Peik, qui a connu différentes variations entre 62 et 64, et un exemple printemps, si vous voulez, d'un film vide. Or, ce film, malgré sa radicalité et son apparente pureté, s'apparente, en tout cas lors des premières présentations, à une performance. En plus, il s'inscrit dans un ensemble plus large de projets qui repose sur l'actualisation ouverte d'une partition dont il représente une déclinaison via le support du film. Le point de départ est l'interprétation d'une composition de la Monteillan, tracer une ligne droite et la suivre. Peik en propose une version résolument performative en 62, Zen for Head. Sa tête sa tête coïncidant avec un pinceau, si vous voulez. Il plonge sa tête, ses mains, sa cravate dans un bol qui contient de l'encre et du jus de tomate et il trace une ligne droite sur une bande de papier qui est déroulée sur le sol. Zen for Head. Pour moi, c'est la même chose que Zen for Film et Zen for TV. Peik dessine ainsi une ligne droite et propose différentes variantes de cette performance. En 63, il se déplace, il traîne derrière lui un violon. À nouveau, il dessine une ligne droite et il la suit. Un violon le suivant. Alors pour moi, c'est exactement la même interprétation. Enfin, c'est une autre interprétation plutôt, pardon. Pour moi, c'est une autre interprétation de la même pièce. Il marche droit devant lui, il tire un violon. Lors de sa première exposition personnelle, en 63, Exposition of Music Electronic Television à la Galerie Parnasse, qui est une villa en fait, là-dedans, il expose beaucoup de travaux. Et parmi les nombreux travaux qu'il expose, des pianos arrangés, enfin, il y a plein de trucs, quoi. Il y a une tête de bœuf coupé qui ouvre l'exposition pour choquer le spectateur. Là-dedans, il expose aussi ses travaux qu'il a fait sur la télévision. C'est considéré d'ailleurs, je pense très fautivement, comme point de départ de l'art vidéo dans la plupart des histoires qui sont consacrées à ce médium. Ici, c'est le post TV qui fait l'objet d'intervention, pas du tout, il n'y a pas de diffusion de monde vidéo, quoi. Donc, enfin bref, il faudrait, je conteste ces histoires, mais on en discutera une autre fois. Toujours est-il qu'il présente dans ce cadre toutes les expérimentations, donc c'est des post TV qui diffusent les programmes, c'est pour ça que ça s'ouvre à 18h l'expo, parce qu'avant, ce n'est pas diffusé, il n'y a rien. Bref, il expose ça dans ce contexte, quoi, et il nous les décrit en ce sens. Voilà, Zen for TV. Vous l'avez bien vu, on divise en deux l'écran de la télévision, mais en même temps, le motif, c'est l'acte même de division. Si vous voulez, le motif, c'est la ligne. La ligne qui est évidemment fluctuante. Bon, je cite P, il dit ça parce que ça m'intéresse que je le cite quand même. Il dit ça dans une revue Fluxus, VTRI. 13 postes subissaient 13 sortes de variations à partir de leur unité vidéo horizontale verticale. Je suis fier de pouvoir affirmer que les circuits internes des 13 postes étaient altérés, donc la toile altérée, quoi. Il n'y avait pas deux postes qui subissaient le même type d'opération technique. Il n'y a pas un seul poste qui se réduisait à un brouillage tel qu'on l'obtient en tournant le bouton de contrôle horizontal et vertical à domicile. J'appréciais beaucoup l'étude de l'électronique, j'ai entrepris depuis 1961, et les dangers auxquels je me heurtais en travaillant avec 15 kV. J'ai eu la chance de rencontrer de stimulants collaborateurs, Hideo Tsuchida, un génial électricien d'avant-garde, et Shuya Abe, un polytechnicien accompli qui sait que la science est d'une beauté plus accomplie que la logique. Bon, bref, ce qu'il fait ici, Peik, c'est qu'il réintègre au sein d'un support qui est la télévision, d'ailleurs plus que l'art vidéo,
cette action qui est de tracer une ligne droite et d'avancer. Donc, il le fait de façon brillante. Donc, c'est dans ce contexte, selon moi, parce que j'en viens quand même à mon propos, c'est dans ce contexte, selon moi, qu'il faut interroger Zen for Film. C'est simple, il s'agit de pellicules non développées qui est projetée de façon linéaire et non en boucle. Il y a une étude très documentée et tout à fait remarquable de Anna Herling sur ce film, Revision Zen for Film, qui est extrêmement explicite sur ce point. Ce n'est pas de la boucle. Il projette un film du début à la fin, qui est un film non développé. Le faisceau de la pellicule ici trace une ligne droite que le spectateur peut suivre. Ben oui, c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, les accidents, l'accumulation de poussière, les rayures deviennent le sujet du film, comme si on inversait sujet, enfin arrière-plan et avant-plan, motif et arrière-plan, quoi. Le geste vide de Zen for Film sert d'arrière-plan ou de support à l'œuvre, en fait, parce que l'œuvre se déploie dans ce qui se déploie après coup dans la projection de l'œuvre. J'essaye de dire ça clairement. Mais de pureté, pour moi, là, il n'y en a aucune. En effet, la projection a lieu dans un cadre qui est musical, qui implique une dimension performative. En plus, il faut bien le souligner, Peik interagit avec l'écran blanc. Il crée des ondes chinoises, renouant ainsi avec un spectacle pré-cinématographique. Il n'y a pas qu'un film blanc qui est projeté, il y a Peik qui s'interpose devant ce film blanc. En fait, il faut attendre, pour être précis, 66 pour que ce film s'apparente à de la pellicule non développée et projetée. Je pense ici, d'habitude, il y a toujours la présence de l'artiste et de son corps. Et il s'agit pour moi, là, pas du tout d'un film vide, mais d'une performance de cinéma élargie, pour le dire clairement. Mais en 66, quand George Maciunas réunit un certain nombre de films dans son anthologie Flux Film, il ouvre celle-ci par ce film. À ce moment-là, Zen for Film devient un film blanc qui repose sur une texturologie abstraite. Celle-ci n'est pas dirigée. C'est-à-dire que même dans la version de Maciunas de 66, ce qui importe, c'est l'accumulation de poussière sur la pellicule, les rayures, le bruit blanc de la bande-son qui peut aussi s'altérer. Tous ces accidents font partie de l'œuvre. Bon, d'ailleurs, je fais immédiatement remarquer que les flux films n'ont pas simplement été projetés sur un écran unique de façon linéaire. Maciunas, qui est un partisan de l'aromètre, c'est ce terme, l'aromètre, les motifs idiots de la tapisserie, il a également projeté ses films de façon installative à travers ce qu'il appelait des flux capsules, c'est-à-dire 4 parois, et sur chaque paroi, un film qui est projeté simultanément. Les films ainsi projetés ne sont pas uniques, ne sont pas isolés, ils sont forcément en interaction avec d'autres flux films. Et l'attention du spectateur ne peut pas se focaliser sur une œuvre, en tout cas, il n'est pas en mesure de percevoir l'environnement dans sa globalité. C'est un geste fluxus, quoi. Dans tous les cas, même lorsque le film est projeté selon le dispositif classique de la salle obscure, Zen for Film repose sur une interaction entre l'œuvre vide, pure, et une série d'accidents. En fait, c'est la dégradation qui devient le sujet du film. L'intérêt principal de Zen for Film, pour moi, c'est de se constituer en une structure indéterminée qui accueille, intègre et peut-être spectacularise le hasard, l'accident. Le blanc, le rien, devient le support de micro-événements. D'ailleurs, John Cage, à regarder de plus près, mais intuitivement, je dirais cela, John Cage s'en souviendra dans son film de 93, 111, qui repose sur des variations aléatoires de luminosité. Et d'ailleurs, pour en revenir à la matérialité de Zen for Film et de ses différentes variantes, je rappelle que Maciunas l'éditera aussi sous forme de Fluxbox. Les Fluxbox, donc si vous l'acquériez à l'époque, vous aviez la possibilité de le projeter chez vous dans un format réduit, amateur, 9,5 mm. Ça devient ainsi le volume blanc d'une bibliothèque à venir ou à constituer. Et c'est aussi du coup le support d'une projection dans le sens psychanalytique du terme, avec laquelle vous pouvez interagir à nouveau en composant des ondes chinoises, en se prêtant à d'autres jeux en fond. Bon, je continue, je change de sujet et je remonte le cours du temps. Autre candidat à un film blanc. Ça vous va pour l'instant, c'est OK?
Oui, n'hésitez pas à interagir, quoi. Bon, je change de registre, je remonte le cours du temps. Arnold Freiner, un film de 58 qui est terminé en 60. Évidemment, ce sera un non-sens d'attribuer à Peter Kubelka une intention iconoclaste, une posture anti-artistique. Au contraire, il pense faire de l'art cinématographique, mais de l'art. Le cinéaste autrichien est en effet à la recherche des éléments constitutifs de l'art cinématographique, de ce qui fonde sa cinématographicité. Répondant à une commande du peintre et performeur Arnold Freiner, Kubelka réalise un portrait de celui-ci. Évidemment, il sera très fâché à Arnold Freiner et Kubelka fera une autre version qui est beaucoup moins intéressante de ce film qui s'appelle Pause. Donc, Kubelka, quand il réaliserait Arnold Freiner, réinvente l'art du portrait à l'aune de la dynamique de la projection filmique. Son film alterne des photogrammes blancs et des photogrammes noirs, des bruits blancs et une absence de son. Comme toujours, dans le cinéma métrique de Kubelka, le film repose sur une partition de photogrammes qui est ici exposée. Le résultat peut ensuite être redisposé sous forme de toile, ce qui est le cas là. Le rien qui s'articule entre le noir et le blanc, l'image et l'absence d'image, la présence et l'absence de son, bref, ça suppose déjà une tension dialectique élémentaire minimale entre présence et absence. Eh bien, cette tension va donner lieu à une expérience physique. L'image vibre, ou comme l'explique par ailleurs Kubelka dans une série de conférences prononcées en 1970, les photogrammes bombardent l'écran. On pourrait ici parler à juste titre d'expérience phénoménologique. On suspend le monde, on suspend la représentation pour mieux révéler ses substrats physiques, ses composantes. L'alternance entre l'image vide et l'image noire constitue une expérience physique qui peut être éprouvante. Fermer les yeux, comme un geste de défense, ne sert à rien. Les images demeurent perceptibles. L'expérience recherchée est de l'ordre du trauma du choc. J'en donnerai 2 exemples. Compositeur, artiste, performeur, cinéaste Tony Conrad propose une véritable agression avec The Flicker. C'est une suite de photogrammes blancs et noirs. 66. Le premier carton est un avertissement. Les spectateurs sujets aux crises d'épilepsie sont priés de quitter la salle et l'on s'inquiète de la présence d'un médecin pendant la séance. L'effet stroboscopique sciemment recherché, il a travaillé plusieurs années sur ce film d'ailleurs, l'effet stroboscopique sciemment recherché en filmant une feuille de papier blanc et en obturant l'optique de la caméra est de l'ordre de l'image mentale. Qu'est-ce qui apparaît comme image dans un film qui est constitué exclusivement de photogrammes noirs et blancs, donc d'absence d'image ou de l'image pure, comme vous voulez, ça m'est égal. Si l'on remonte dans le temps et qu'on se penche sur l'investissement, tout à fait intéressant d'ailleurs, du cinéma par les lettrices au début des années 50, on voit là encore que l'effet recherché dans le recours au noir et blanc sans image, l'absence de figuration, c'est le choc. Je pense ici à une pièce de Gilles J. Wallman, tout à fait remarquable, qui s'appelle l'Anticoncept, qui date de 1951, qui repose sur une série d'images blanches, de photogrammes noirs et blancs, qui sont projetés, par contre, sur un ballon sonde de météo. Et il faut évidemment que le réceptacle écran, que le projecteur épouse le réceptacle écran. La bande son est très, très travaillée, ce qui m'écarte un peu du sujet, parce qu'il s'agit là de poèmes de Wallman et de bouts de fragments de scénarios qui sont énoncés et aussitôt suspendus. Et on le voit ici, une fois de plus, la bande son est importante, chose qu'on laisse toujours de côté quand on parle de films sans images. Wallman ici aborde son film en termes physiques. Il a écrit à ce sujet. Pour lui, le film doit bouleverser le spectateur à travers une série de chocs ou de heurts qui sont physiques. Donc, ce qui est recherché, c'est aussi une expérience traumatique, physique, agressive. L'œuvre est ici littéralement conçue comme une structure d'agression. L'absence d'image figurative conduit à un excès stimulé, à une surcharge des sens. Je n'ai pas mis d'image, mais moi j'aurais dû. Non, je ne l'ai pas mis.
Bon, Paul Charette s'en souviendra en montant une série de plans de sujets en proie à une crise d'épilepsie avec des photogrammes monochromes dans Epileptic Seizure Comparison 76. C'est un film de Charette qui montre des plans médicaux, je ne sais pas comment on appelle ça, de sujets en prise avec en proie à des crises d'épilepsie, puis qui sont alternés de photogrammes de couleurs très courts. Bon, bref, quoi qu'il en soit, avant d'en venir à ça, je dirais cela. D'écran blanc, il y en a plusieurs. L'absence d'image, il y en a plusieurs. Comme le faisait remarquer Annette Michelson lorsqu'elle montait l'exposition New Forms in Film à Montreux, à côté de chez vous, en 1974, elle disait, bon, quel écran blanc faut-il choisir? Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs, ils ont tous un sens différent. L'absence d'image peut revêtir des sens divers, parfois même contradictoires. À la négation de la représentation, au passage au noir ou à l'abstraction, on peut opposer une tentative d'ascèse formelle ou au contraire une recherche de saturation audiovisuelle des sens. Bon, moi, je repars des années 50 des néo-avant-garde, c'est un choix certes discutable, mais j'en suis fort conscient de cela. Il y a une réflexion identique qu'on pourrait mener à partir des avant-gardes historiques, en particulier autour des années 20, et je pense évidemment, vous l'avez compris, à la série Rhythmus de Hans Richter, où on a une série d'écrans blancs ou noirs qui dupliquent et fragmentent le rectangle de l'écran. Ce que j'ai articulé à partir des années 50, parce que je parle de l'intermédiaire, pourrait déjà être réfléchi de façon plus structurelle à partir des années 20. Voilà, bien bêtement. Bon, sur le plan des discours, sur le plan des discours, je l'ai dit, on assiste à une cristallisation de ces questions, en tout cas une précipitation de ces questions en 69, qui ne porte pas du tout sur l'écran blanc ou sur l'absence d'une image, et qui porte sur la réduction du film à ses éléments constitutifs. L'enjeu, selon certains, consiste à isoler les éléments constitutifs du film et à travailler systématiquement sur leur décomposition, leur articulation, un peu comme si on faisait une expérience en laboratoire. Les franges, je le dis tout de suite, sont clivés, antagonistes. Les gens ne sont pas d'accord du tout. Ils écrivent. Je vais me contenter ici d'évoquer diverses prises de position. La plupart de ces textes sont facilement accessibles aujourd'hui, certains même en ligne. Donc, allez regarder par vous-même. Je dirais qu'à l'absence d'image fait ici face l'affirmation d'une image qui serait réduite, construite, littérale, minimale. C'est un peu facile, mais je le dis quand même. Une image juste, et certainement pas juste une image, comme le disait Godard, je renverse sa formule. Sidney, en 69, écrit un article qui est extrêmement retentissant dans la revue de Mécasse, Film Culture. Sidney, il faut le rappeler, c'est un historien du cinéma expérimental, mais c'est surtout un partisan de ces pratiques. À 16 ans, il fonde une revue qui s'appelle Filmrise, où il s'interroge sur ces pratiques, enfin, il défend ces pratiques, quoi. Donc, il écrit en 69 un article qui aura un très large retentissement. La Film Culture, évidemment, c'est une revue fondée par Mécasse. C'est le principal porte-parole d'abord du nouveau cinéma américain, puis du cinéma expérimental américain. C'est une revue incontournable. Donc, ça explique aussi la médiatisation de sa prise de position. Mais bon, je continue. Donc, Sidney, ici, va identifier un changement de paradigme dans le champ du cinéma d'avant-garde, ou je dirais plutôt des néo-avant-garde. Une première génération qui faisait la part belle au subjectivisme, aux images hypnagogiques, et une célébration de l'ego du cinéaste artiste se substituerait ici une vague structurelle que Sidney définit comme impersonnelle, suivant un ethos que moi je qualifierais de minimaliste. Sidney n'utilise jamais le terme minimaliste, n'utilise jamais le terme littéraliste. Pour moi, c'est clair, il tend à se distinguer de certains courants récents dans le champ de l'art contemporain, puisqu'il s'exprime à l'intérieur du champ du cinéma expérimental. Mais bon,
Pour moi, c'est tout aussi clair qu'on pourrait dire minimaliste ou littéraliste. Structurel, c'est la même chose. Sidney isole 3 procédés, la boucle, le clignotement, le refilmage. Certes, ici, des images, il y en a, mais elles sont réduites. La tendance est à l'ascèse, à l'exploration systématique de procédés optiques et techniques qui sont isolés et systématiquement explorés. Le film le plus célèbre qui cite de tout ça, c'est Wavelengths de Michael Snow, qui est en fait un truc complètement discontinu, contrairement à la plupart des descriptions qu'il en fait. Il est dans son loft, il fait un zoom avant sur une semaine ou 3 mois, je ne sais plus, enfin sur un long laps de temps, 2 jours, de nuit. Il fait un zoom avant qui va se fixer finalement sur une photographie de vague, Wavelengths. Ça a été considéré comme le film Princeps du cinéma structurel. Et bon, c'est un truc discontinu, il met des filtres, enfin bref, c'est un truc discontinu, comme toujours. Bon, Sidney, pour en revenir à lui, se focalise sur un film. Et voilà. Enfin, on voit là une reproduction. Il se focalise sur un film qui est en tout point remarquable, Tom the Piper Son de Ken Jacobs. C'est un film, le premier montage est de 69, le second montage est de 71. Dans ce film, Ken Jacobs repart d'un film primitif, ou des premiers temps, on dirait aujourd'hui, qui est attribué à Billy Bitzer. Et il va le reconstituer à partir de la seule version qui est conservée de ce film, c'est-à-dire sous forme de tirage photographique, un paper print, au sein de la librairie du Congrès. Le tirage, évidemment, je rappelle, n'était pas du tout... le tirage avait été fait pour des questions de droit, mais pas de droit d'auteur, de droit de compagnie de production. Donc il repart de ça, il refilme ça, il reconstitue le film, ensuite il explore le film. Et pour Sidney, c'est un exemple privilégié de film structurel. Donc Ken Jacobs restitue ce film un peu moins de 10 minutes, au début en clôture de son propre film. Entre deux, il va l'explorer sous toutes ses coutures. Il va l'explorer vraiment, il va ralentir, accélérer, aller dans le détail de l'image, etc. Certains ont voulu y voir une déconstruction et une analyse des modes de construction du cinéma institutionnel et industrialisé, qui se développera quelques années après le film de Bitzer. En effet, la démarche de Jacobs précède, il faut le rappeler quand même, l'entreprise de réévaluation du cinéma primitif que les spécialistes et les universitaires développeront en 1978 au colloque de Brighton. Il les précède de plusieurs années. Ici, évidemment, comme toujours, l'expérimentation précède la recherche académique systématique. Ce n'est pas là mon propos. Le film de Jacobs, dirais-je, est une leçon de vue. Il nous enseigne comment voir, être attentif aux moindres détails, comprendre la construction de l'image et ses nombreux points de focalisation et de décentrement. Tout cela me semble résonner très directement avec mon point d'entrée, Doing Nothing. Il s'agit de recyclage, c'est un film trouvé, ou plutôt reconstruit, c'est du found footage. Something leads to something. Le film de 10 minutes devient un film de 2 heures qui questionne notre regard et nos modalités de lecture de film. Ce film de Jacobs est aussitôt inclus dans le champ de l'art contemporain. On va essayer la preuve. Il fait la couverture d'un numéro spécial de la revue Art Forum. Mais moi, je ne sais pas ce qu'ils auront compris là-dedans, à part ça. Comme l'ont fait remarquer, enfin, je suis désolé, ils ont compris beaucoup de choses, mais peut-être pas tous les enjeux qui étaient liés à ce film. Comme l'ont fait remarquer certains commentateurs, de toute façon, ce film est très complexe parce que le film d'origine engage déjà un dialogue avec d'autres formes artistiques. C'est-à-dire que le film d'origine repart, pour la première vue, le premier tableau, une gravure que vous voyez ici d'Hogarth, qui elle-même redispose un tableau qu'Hogarth avait composé auparavant. Donc on est déjà dans de la médiation de médiation. Mais bon, pour en rester à la topique que je suis ici, on pourrait faire remarquer que le film de Jacobs repose sur un geste performatif. Jacobs refilme et regarde le film que sa compagne Flo Jacobs projette. Ils utilisent un ancien projecteur, le Calar Victor, projecteur à usage pédagogique qui permet d'arrêter l'image sans qu'elle brûle et d'aller en avant ou en arrière. Donc, il y a une dynamique performative dans le film lui-même. Sinon, je sais pas si on n'a rien compris à ce film. Bref, sans craindre de la controverse, j'affirmerai que ce film participe tout autant au cinéma énergique qu'au cinéma structurel.
C'est pourtant sur Tom Tom Sapai Person que Sidney base très largement son argument en faveur de formes filmiques réduites soustraites. Très bien ce que fait Sidney, obligé de le suivre surtout. Je précise d'emblée que les contradicteurs ne manquent pas. George Maciunas qui tente de fédérer le mouvement Fluxus, ce qui me paraît guère possible et guère probant, mais bon, il essaye. Il s'oppose à Sidney. Il dit en gros que les formes monostructurelles que celui-ci entend défendre n'en sont pas. Ensuite, il précise qu'il oublie beaucoup de précurseurs. Il cite Warhol, Page, Brecht, enfin George Brecht, Lamonte Young. Il dit que sa généalogie est complètement incomplète. Bref, Maciunas s'exprime d'un point de vue extérieur au champ du cinéma expérimental et depuis sa propre posture, en tant que porte-parole du groupe Fluxus, qu'il tente de fédérer et qu'il n'arrivera pas à fédérer. Sidney, lui, entend ses critiques, en un sens, car il publie, ça ce que vous avez sous les yeux, la réponse de Maciunas dans une anthologie, Film Culture Reader. Mais ça ne veut pas dire qu'il y adhère. Et les débats, en fait, ne s'arrêtent d'ailleurs pas du tout là. Par la suite, Peter Guydal, ou Guydal, je ne sais plus comment on dit, britannique, qui fait partie de la London Film Cup, va attaquer la position de Sidney en la dénonçant comme romantique et non matérialiste. Dans un article qui s'appelle Theory on Definition of Structural Materialist Film, qui est paru en 75 dans 75 dans le Studio International, il va dénoncer la position de Sidney en disant que c'est romantique, antimatérialiste. Malcolm Le Grice, j'ai mis des images, non, j'ai pas mis d'image. Malcolm Le Grice, lui aussi, qui participe depuis le début à la London Film Cup et Art Slam, va intervenir dans ces débats. Bon, son point de vue est un peu différent. Lui, il va mettre en relation et interroger qu'on pourrait comparer entre ce qu'il appelle un cinéma personnel, il discute avec Brakhage, et un cinéma structurel. Enfin bref, on voit qu'il y a plein de tensions. Je ne vais pas les résumer, mais je les signale. Peter Guydal, lui, il est dans une position très... allez, on dira pour être gentil, résolument marxiste. Il revendique une déconstruction des modes de représentation. Pour lui, Leçon d'histoire de Straub-Huillet, c'est un film bourgeois, parce qu'il reconduit les codes de la perspective, dont on discutait. Et bon, selon Peter Guydal, il faut affirmer la matérialité des composantes du film et ne pas s'illusionner dans sa représentation. Tout est un point des activités de la London Film Cup. Dans les films de Guydal, je voulais en montrer un bout, mais je ne le ferai pas, participe de cette tendance. On explore des formes à travers une texture. Mais bon, toujours est-il que ce discours, il faut, selon moi, l'articuler aux positions qui sont contemporaines et que je ne développerai pas, mais aux positions féministes qui vont dénoncer la dynamique voyeuriste et fétichiste des productions cinématographiques courantes. Je pense que c'est pas, enfin évidemment, dans l'exposition Film à Film telle qu'elle s'est faite à Londres, les femmes se sont retirées de cette exposition en dénonçant un manque évident. Mais je pense qu'il serait plus logique de relier, si vous voulez, les débats sur le cinéma structuraliste matérialiste au débat féministe de l'époque. Mais bon, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas le temps de tout faire. Donc, je continue. Voilà. On sait bien que pour Cage, le bruit et le silence, c'est deux phénomènes qui sont théoriques. L'absence de bruit pour Cage n'existe pas. Quand il visitait une chambre insonorisée de l'université de Harvard, il avait entendu du bruit, je raconte des lieux communs là, un aigu et un grave. Le son aigu était celui de l'activité de son système nerveux et le son grave était celui de son son qui circulait dans son corps. De la même façon, on pourrait affirmer qu'il n'y a pas de film blanc, qu'il n'y a pas de film vide. Outre le son du projecteur qui est forcément toujours présent, il y a une matière qui s'expose et qui est, dirais-je, toujours changeante. C'est ce qu'explore un artiste lié à Fluxus, qui a développé d'ailleurs une filmique tout à fait remarquable, George Lando.
Owen Landa, qu'il se renommera plus tard après un tournoi mystique, on dirait ça comme ça. Donc, George Lando, dans ce film in which there appear sprocket holes, hedge lettering, dirt particles, etc., il repart d'un test de la firme Kodak pour la pellicule couleur. Cette image qu'il utilise, qui n'est d'ailleurs pas si quelconque en termes de genre et de normes auxquelles se conformer, sert de support à une série de variations qui vise à exposer la pellicule dans sa matérialité et à mettre en évidence les éléments parafilmiques. Certes, il y a une image, mais pour moi, c'est à peu près la même démarche que s'il n'y avait pas d'image. Un autre artiste Fluxus qui a systématiquement, c'est les deux seuls, Lando et Sharits. Un autre artiste Fluxus qui a systématiquement travaillé à partir du support film, Paul Sharits, va redéployer cette stratégie dans l'espace, à faire une série d'installations qu'il appelle locational films, film localisé si vous préférez. Donc, il construit des installations filmiques qui exploitent la surimpression des photogrammes dans le passage d'une image à l'autre et qui mettent à nul le système de défilement des images en travaillant à partir de projections filmiques. Si vous voulez, l'affirmation selon laquelle le monochrome n'existe pas, j'y souscris d'ailleurs, est ici démontrée. Il y a des couleurs pures qui vibrent en se mélangeant, en se superposant. Ce n'est pas une image rouge, une image verte, une image noire, c'est un mélange d'images. Parce qu'évidemment, avec la vitesse de défilement de photogramme par photogramme, tout ça se mélange. Bon, je relirai, alors vous me direz que c'est peut-être pas précis, mais ça m'est égal, je relirai volontiers cette interrogation de l'espace et de l'inscription de la projection au sein d'un espace particulier. Je relierai cela aux premières performances filmiques de l'artiste minimaliste Anthony McCall. Je pense ici tout particulièrement à Line Describing a Cone. Il projette de façon horizontale une image qui est blanche, mais où il y a un contour qui se dessine. Donc, dans ce film, il va exploiter, Anthony McCall, le caractère volumétrique de la projection. Ce n'est pas un truc sur un écran, c'est un volume, une sculpture qui prend corps dans l'espace. Donc, Anthony McCall, ici, va proposer au public, en fait, de faire concrètement, physiquement l'expérience d'un volume qui se construit progressivement dans le temps, et ce public va pouvoir se déplacer librement dans l'espace et appréhender cet espace volumétrique selon sa propre appréhension. Le film ici, évidemment je renvoie au propre propos de Anthony McCall, le film ici se solidifie. Pour le dire autrement, ça devient une sculpture lumineuse qui se déploie à travers le temps. Alors, à travers les faisceaux lumineux, un contour se dessine, émerge. Il va lentement se compléter. Mais ce volume, ce contour est indissociable d'un public. C'est-à-dire que dans les premières présentations de ce film, c'est les gens qui fument, quoi. C'est la fumée de la cigarette qui produit... qui permet à ce contour de se dessiner, à ce volume de s'imprimer, et par la suite, on utilisera très tristement, comme aujourd'hui, les machines à fumer. Mais bon, à l'origine, ça se fait dans des lofts d'artistes et tout le monde fume. Donc, de la fumée, il y en a. Bon, toujours est-il que ce film solide, comme il le dit lui-même, voilà, ça va constituer, si vous voulez, un type d'incarnation. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est pas vide, c'est solide. Je veux dire, les termes s'opposent. C'est un film solide qu'un film blanc. Donc, ces films blancs et solides vont ensuite être redéplacés par Anthony McCall dans différents environnements qui vont les mettre en place. Alors, le plus fameux, c'est Long Film for Ambient Light de 1975, où là, il n'y a plus de film, il n'y a plus de projecteur. Il y a une ampoule au centre de la pièce qui est fixée à hauteur d'yeux, c'est tout. Et ça devient un film blanc.
ce type d'environnement, d'ailleurs, je le dis et ça mériterait d'être développé, je ne le ferai pas parce que le temps passe. Ce type d'environnement devrait être mis en relation, selon moi, avec, c'est évidé, hein, c'est autre chose. Hein. Sur un mode évidé, ce type d'environnement devrait être mis en relation avec des environnements sonores et visuels tels que la Dream House de la Monte Young et de Marianne Zazeler. Comment tenir longuement des notes, comment créer un espace immersif, comment créer un espace visuel. Je continue, vous me direz qu'il faut que je m'arrête. Bon, j'ai conscience ici que je m'écarte. Vous me dites, hein, je peux m'arrêter, hein, c'est pas un problème. Hein. Libre à vous. Bon, je continue. Bon, Ça va très bien. Pourrez-vous continuer pour... Bon, je suis conscient que je m'écarte de mon propos premier qui était doing nothing leads to something. Mais bon, je pense que les paradoxes que j'ai soulignés peuvent être résolus, en tout cas dans le champ de l'image au mouvement, en mobilisant la notion d'intermédiaire, ce qui nous amène encore une fois à Fluxus. Plus précisément à Dick Higgins, qui avait mis sur place une maison d'édition, Something Else Press, qui faisait concurrence à ce que voulait faire George Maciunas, donc ils étaient un peu en désaccord, pour dire ça poliment. Enfin, ils étaient fâchés, quoi. Le terme d'intermédiaire, c'est un terme qui est popularisé par Dick Higgins. Je ne suis pas sûr qu'il le crée, enfin, de lui-même, on voit des trucs très anciens, mais enfin bref, peu importe. Ils vont en tout cas le définir. Et dans sa définition, Dick Higgins, je le dis au passage, on le considère aujourd'hui, hein, c'est super ce qu'il écrit, c'est très bien, mais bon, dans une récente édition de ses textes et de ses manifestes, on dit que c'est l'égal de Cage et Duchamp. Ça appartient aux gens qui écrivent ça, pas à moi. Pour moi, c'est très bien, mais bon, je ne sais pas si je mettrai là-dedans. Bon, bref, Higgins va définir une notion qui est l'intermédiaire, qui permet de déplacer toutes ces questions. Si vous voulez, ici, le rien ne s'oppose pas à quelque chose. L'absence d'image reconnaissable, le blanc, le noir, ne s'oppose pas au spectre des couleurs ou à Dieu sait quoi. Mais on déplace tout. Donc, je ne vais rien faire d'autre que le citer. Ce sera plus simple. C'est très provocateur, hein, sa définition, mais c'est très bien. Donc, le site, il y a plein... Là, je suis reparti d'une traduction avec laquelle je ne suis pas d'accord, d'ailleurs, qui est parue dans Appareil. J'ai changé quelques termes. Ça avait été traduit auparavant. Et, enfin bref, il y a des confusions. Peu importe, je le cite à partir de cette traduction-là. Et j'ai corrigé ce que je n'aimais pas. Enfin, ce avec quoi je n'étais pas d'accord comme traduction. Ainsi, le happening se développa-t-il comme un intermédium. Il fait d'ailleurs une distinction entre intermédium et intermédium, mais bon, j'y reviens pas. Ainsi, le happening se développa-t-il comme un intermédium, une terre vierge qui se tenait entre le collage, la musique et le théâtre. On peut trouver des équivalents au happening en musique, par exemple dans le travail de compositeurs tels Philip Corner et John Cage, qui explorent les intermédiaires entre la musique et la philosophie, avec Joe Jones, dont les instruments musicaux automates se logent dans l'intermédium entre la musique et la sculpture. Les poèmes construits d'Emmett Williams et de Robert Filliou constituent certainement un intermédium entre la poésie et la sculpture. Il est possible de parler du recours aux intermédiaires comme d'un large mouvement inclusif dont Dada, le futurisme et le surréalisme ont été des phases précoces précédant les lames de fond qui nous frappent aujourd'hui. Je continue, hein, je ne dis plus rien. Dans un texte plus tard, en 81, il précise son propos. Beaucoup de belles œuvres ont été faites en mix média. Par exemple, des peintures incorporant des poèmes dans leur champ visuel. Mais ici, on peut toujours distinguer ce qui est quoi. D'un autre côté, avec les intermédiaires, l'élément visuel, la peinture, se font conceptuellement avec les mots. Donc, il faut bien noter qu'il oppose intermédiaire et mix média. Mix média, pour lui, c'est un truc hybride, un simple mélange. L'intermédiaire, c'est une position conceptuelle. Je continue. 64, donc avant encore.
avant la publication du manifeste. Enfin. J'ose seulement vous demander de ne pas frotter avec, avec vos papiers dans le micro parce qu'on n'entend pas quand vous parlez. D'accord. Désolé, merci. Donc en 64, donc un texte qui est encore antérieur au manifeste de 66, évidemment, il écrit ceci. Si vous prenez un collage et que vous lui ayez, donc on est en 64, avant que le terme intermédiaire soit utilisé par lui, popularisé par lui. Si vous prenez un collage et que vous lui ajoutez de plus en plus d'éléments divers, vous obtenez quelque chose de l'ordre du combine de Rauschenberg, à savoir des peintures avec des objets. Au fur et à mesure que grandit ce collage, vous ajoutez de plus en plus de choses au point qu'il vous encercle. Vous pénétrez en lui, vous êtes en lui. C'est ce qu'on appelle un environnement. Pendant quelques temps, il y a 5 ou 6 ans, Alan Capro et Robert Whitman ont fait des environnements. La mobilité de l'environnement est fascinante, autant quand on s'y déplace que quand il change. Pour accélérer ces changements, on peut décider de motoriser cet environnement et ou d'y introduire des acteurs vivants, peut-on les appeler ainsi. On obtient alors ce qu'on appelle un happening. En ce qui me concerne, quand je dis happening, je parle d'un ensemble d'événements conçus pour prendre place dans un environnement. Il y a d'autres manifestations que j'appelle composition events, ou choses musicales, ou compositions performance, ou simplement situation, selon ce qui me semble être la meilleure location pour telle ou telle composition particulière. Vous voyez, avant qu'il définisse intermédiaire, il a défini très clairement, d'autres l'avaient fait avant lui, Alan Capro d'ailleurs, l'environnement. Donc, pour moi, ça tombe sous le sens. Toutes ces pratiques s'inscrivent dans une praxis qui est de l'ordre de l'environnement. Donc, si on revient à une façon un peu plus large là-dessus, on peut dire que l'affirmation de Marshall McLuhan, le médium et le message, elle est évidemment radicalement mise en cause par la notion d'intermédiaire. On pourrait dire qu'en fait, McLuhan parle de télévision. Et précisons-le, l'art vidéo s'est opposé frontalement à cela. Les années 60, un autre slogan, c'était VT versus TV. Vidéotape versus TV. Donc les bandes vidéo contre la télévision. La notion d'intermédiaire, de mon point de vue, ébranle dans ses fondements la définition même du médium, tout en rejetant les pratiques des médias mixtes. Parce que c'est qu'un mélange de trucs, donc on s'en fout, ça n'a aucune importance. L'intermédiaire n'a rien à voir avec le mélange ou la pluralité des pratiques, c'est toute autre chose. Alors, dans le champ du cinéma, si on s'intéresse à ça, bon, j'y ai jeté un œil parce que je suis censé être historien du cinéma, on retrouve de nombreuses traces dans ces années-là, dans le champ Fluxus, de ces projets. Alors, je renvoie ici à un poète et artiste, Jackson Maclow, qui est lié à Fluxus, qui est une œuvre que je vous invite à lire et à regarder, c'est très bien. Et ben, il décrit en ces termes un projet de film. Je le cite. Alors évidemment, il y a une image, c'est pas blanc, mais cette image, elle est neutre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Choisissez un arbre. Il y a une astérix. À la place du mot arbre, on peut mettre montagne, mer, fleurs, lac, etc. Choisissez un arbre. Dressez devant lui une caméra et cadrez de telle sorte que l'arbre emplisse la majeure partie de l'image. Mettez la caméra en route et laissez-la tourner pendant un nombre d'heures indéterminé. Si la caméra n'a plus de film, remplacez-la par une autre avec un film vierge. Les deux caméras pourront être alternées de cette manière indéfiniment. L'enregistrement sonore fonctionnera en même temps que les caméras. Pouvant commencer à n'importe quel moment du film, une projection publique montrera n'importe quelle longueur du film. Bon, vous avez compris, ce n'est pas un film blanc, mais c'est un film neutre. C'est-à-dire qu'on utilise un motif sur lequel on ne s'arrête pas. Ce n'est pas d'ailleurs un motif privilégié dans la tradition picturale, et on se fixe dessus et voilà, on tourne. Je ne vais pas renvoyer à la méthode de composition de Maclow qui m'intéresse évidemment, mais ce n'est pas un hasard. Donc je continue. Maclow, évidemment, rattache
cela aux compositions de Lamonte Young. Je le cite. L'idée d'un film qui cite en une vue continue du même objet est, d'après moi, directement dérivé de compositions telles que Composition 1960 No. 7, juillet 60, de Lamonte, qui demande aux interprètes de tenir longuement une quinte. Donc, enfin, je ne lis peut-être pas très bien les choses, mais ce n'est pas grave, je les articule au moins. On le voit, pour quelqu'un comme Macleod, un tel projet de film s'intègre directement dans l'ensemble de compositions, protocoles, partitions qu'écrit et que réalise Lamonte Young à l'époque. Alors, ce projet de film, je vais un peu vite, mais bon, ce projet de film, il a été actualisé plusieurs fois par Jackson Macleod. Et Dick Higgins revient dessus, ça a retenu son attention. Donc, je cite, parce que j'étais parti de l'intermédiaire que définit Dick Higgins. Dick Higgins revient sur ce film sur le film de Jackson Macleod. Je cite, ce projet de film, d'ailleurs actualisé par Macleod. Ah non, je le cite, pardon. Je me souviens d'un scénario de film où Macleod proposait de pointer la caméra sur un arbre, de la brancher et de filmer bobine après bobine toute la journée. Hormis le fait qu'à vouloir vous opposer au film, vous sombrerez dans l'ennui et que la fascination viendra en vous laissant aller, à l'exception de cela, le film n'a rien à voir avec les poèmes de Macleod. Il offre un changement et des variations constants. Quant à l'éclairage et à la couleur, du fait de la poussière sur l'écran, du grain du film, etc. Quant à ce qui pourrait arriver, si un oiseau traversait l'écran, la crise. Donc, vous voyez, enfin bref, ce que souligne ici Dick Higgins, c'est ce que j'ai essayé de montrer par rapport, par exemple, au travail de George Landau, c'est-à-dire que, certes, il y a un truc très matériel où c'est la pellicule, où ça amoncelle de la poussière, des striures, des rayures, mais en même temps, il y a un accident qui peut intervenir. Enfin, bon, en tout cas, moi, ça m'intéresse ces questions. Donc, l'accident, c'est la crise. Donc, le plus souvent, si vous voulez, on parle d'indétermination, telle que l'a théorisé Cage, pour décrire ce type de geste artistique. Je pense que ce n'est pas juste. Si on suit Higgins, zut, je n'ai pas mis la bonne citation. Bon, tant pis, alors je cite sans la citation. Higgins, il dit ça. En fin de compte, une des premières techniques que j'ai apprises de Jackson Macleod est celle de la composition par intention. Quand vous travaillez ainsi, vous signifiez votre intention et abandonnez la réalisation particulière à l'interprète. Cela ressemble à l'indétermination, qui est un principe cher à Cage, évidemment, vous l'avez compris. Cela ressemble à l'indétermination, mais en fait, c'est différent, puisque l'indétermination s'apparente à une méthode de structuration d'un matériau, tandis que l'intention pointe simplement une direction et dit « go ». Vous voyez la différence? Enfin bon, j'espère que vous voyez la différence, moi je la vois et je la comprends. Et on pourrait repenser le film vide ou blanc à partir de cela. Bon, si on en revient à Dick Higgins, la relation à la performance est évidente. Il a pu d'ailleurs faire des films. Il a fait des films. La série Danger Music, que la cité, témoigne exemplairement de cette démarche performative. Crier, 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 crier. Ah, voilà, ça peut faire un film aussi. Comme il dit, un nombre quelconque de personnes peut performer cette composition. Ils le font en déterminant à l'avance la durée de la composition. Ensuite, ils sortent et écoutent la neige tomber. Ça évoque bien le contexte plus large qui est le leur. Toute une série d'events Fluxus vont mobiliser en fait l'appareil filmique. J'en cite quelques-uns à toute vitesse. François? Oui. François, je veux juste dire qu'on a déjà un peu plus d'une heure de conférence. Donc il faut, comme vous nous avez demandé de vous
tenir au courant pour arriver à une conclusion, pour passer à la discussion bientôt. Très bien, je passe à la discussion. Je vous laisserai regarder ces slides. En fait, il y a tout un pan qui m'intéresse, que certains ont appelé le cinéma écrit, mais qu'on peut renvoyer au scénario intournable. Il y a la tradition des années 20, j'en ai mis un certain nombre. Il n'y a plus d'images, parce que de toute façon, il n'y a plus de film. C'est-à-dire que l'énoncé d'un film potentiel se suffit à lui-même. J'avais mis, regardez, ça c'est un... Oui, de toute façon, je finis de façon un peu désordonnée, j'arrête tout de suite. Ça, c'était un poème tiré d'une anthologie qui m'intéresse d'Emmett Williams. Vous voyez, cinéma. C'est une façon d'évoquer le défilement cinématographique. J'ai mis quelques scénarios d'un bouquin, tiré d'un bouquin de Brecht et Filio, La Sédéquille d'école. C'est des trucs qui sont parfois tournables, ils en ont tourné certains et qui sont parfois carrément intournables. Donc oui, je vais à toute vitesse. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Je laisse tomber la notion de concept art qui m'intéressait pour aborder par exemple le travail de Frampton, qui a parfois filmé un scénario tout simplement. Son film est un scénario filmé, rien d'autre. On ne comprend rien parce qu'il multiplie les déictiques et on ne sait pas qui est je, il, tu, vous. Film magnifique. Et oui, j'évoque ça en vrac. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, la performativité est très proche de l'absence d'image. Et c'est pour ça que je renvoyais par exemple Malcolm Le Gray, c'était une perfo, je ne sais pas, dans les années 60 à la London Film Cup. Malcolm Le Gray qui projette un film qui est perturbé par la présence d'une ampoule géante qui flash de façon intermittente pendant la projection. Une artiste très importante que tout le monde a oubliée, Annabelle Nicholson, qui utilise la machine à courte, qui renvoie évidemment au dispositif du cinéma pour faire une performance, le coût du film. Ou même le movie room de Stan Van Der Beek, si vous voulez, tous ces trucs résonnent avec une culture psychédélique, pop, qui a été par exemple médiatisée par McLuhan dans son bouquin The Medium is the Message, où il repart de performance de Exploding Plastic, des Velvet, quoi. Exploding Plastic Inevitable. Et voilà, j'avais une dernière citation que je ne vous lis pas, où Cage dit voilà, que pour lui, le cinéma élargi, c'est Stan Van Der Beek ou Nam June Paik. Voilà, mais je m'arrête là, je quitte. Je savais de toute façon que j'avais trop de choses, c'est normal. Je quitte mon écran, donc je partage maintenant la vue avec tout le monde. Et je vous écoute. Merci. Merci beaucoup, François Bouvier, pour cette lecture, pour cette présentation très, très riche et aussi très, très dense du point de vue de référence et aussi de spécificité de cette champ expérimental. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, entre-temps, parmi vous, vous avez peut-être des questions aussi, des problématiques à discuter, à profiter de la présence de François Bouvier avec nous pour discuter un petit peu. J'en ai une, et je commence peut-être moi. J'avais un petit peu, dans toutes ces présentations, j'avais deux lectures. Une, je pense que peut-être pour vous, le faire rien en soi-même n'existe pas, le rien n'existe pas, ça implique toujours une action. Et la deuxième, qui est un petit peu liée à Nam June Paik que vous avez présenté au début, est-ce que c'est juste d'affirmer que ce travail sur le vide, sur l'absence, est effectivement un travail sur quelque chose d'autre, c'est-à-dire que c'est laisser la place à l'inattendu, c'est-à-dire que le vide ou le rien soit n'existe pas vraiment, mais c'est seulement une façon
donner la place, parce que vous parlez de la poussière qui attaque le support, les bruits du projecteur qui deviennent en quelque sorte le centre de l'œuvre. Je ne sais pas si c'est juste ou pas comme je le mets, mais est-ce qu'on pourrait dire ça qu'effectivement, il n'était pas forcément intéressé à faire rien, mais surtout à donner la place à quelque chose qui est invisible, auquel on n'en a pas conscience? Je répondrai peut-être en deux temps. Donc, premièrement, le rien, c'est dont je doute. Et deuxième temps, peut-être cette œuvre qui a connu des variantes multiples de Nam June Paik. Alors, pour moi, c'est clair qu'un processus performatif, c'est le processus qui importe, pas ce qui advient de ce processus. Je pourrais citer 1 milliard d'œuvres où d'ailleurs certaines n'ont pas du tout été photographiées, filmées, où il n'y a rien. C'est-à-dire, pour moi, la performance est un processus. Donc, quand un artiste intervient dans les années 90, qui traîne un bloc de glace dans une rue, pour moi, il est dans une démarche qui est de l'ordre, alors j'ai peut-être tort, peu importe, mais c'est ce que je pense moi, il est dans une démarche qui est de l'ordre de la performance. Donc, il fait quelque chose. C'est une tâche. C'est un effort. C'est un processus. Donc, pour moi, l'œuvre, c'est ça. C'est le processus, c'est pas ce qu'il en advient, parce qu'effectivement, après, il n'y en a plus de traces. Donc ça, c'est un premier point pour moi. Si on renvoie par exemple à certaines performances de Vito Acconci, il faisait des performances que personne ne voyait dans la rue. Et on en a d'autres traces que ce qu'il a bien voulu en écrire. Qu'un mec qui vient de la poésie d'ailleurs, écrivait Zero to Nine, c'est aussi une revue d'art, mais qui reflète aussi ses intérêts pour la poésie d'avant-garde. Donc voilà, pour moi, le processus est plus important, si vous voulez, que l'objet. Je sais pas, le land art, c'est la même chose quelque part. Spiral Jetty, ça se détruit, quoi, je veux dire. Par contre, c'est le processus d'entropie, qui est l'œuvre. Donc pour moi, l'objet m'intéresse guère, en fait. Je pense que le processus est plus important que l'objet. Dans ces démarches, l'action, elle est calculée, construite, ou même elle peut être improvisée, mais elle est là. Ensuite, pour PX, c'est très compliqué, parce que c'est pour ça que je renvoyais un ouvrage qui est très bien fait de Hannah Herling, qui revenait sur Zen for Film. Parce qu'en fait, on ne savait pas vraiment ce qui était projeté. Alors, elle soutient que ce qui était projeté au début, c'était un film continu, donc de la pellicule non développée, une demi-heure. Ce n'était pas une boucle. Ce n'était pas un truc qu'on mettait en boucle et qui tournait comme ça. Donc ça renvoie, si vous voulez, à une matérialité, là, je ne peux pas dire le contraire, à une matérialité de l'objet, et où le geste, c'est de projeter ça. Mais dans les premières présentations de ce film, c'était dans un contexte de performance. Donc il intervenait, il s'interposait entre la projection et l'écran. Donc on est dans de la performance, c'est pas du blanc. Si vous voulez, moi je me suis demandé 3 secondes, bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des films blancs. D'ailleurs, le monochrome blanc sur le fond blanc, je ne suis pas sûr que ce soit un monochrome. Donc, je me suis dit, bon, ça fonctionne comment dans le champ du film. Et très vite, je me suis dit qu'il y a deux choses un peu différentes. Il y a des gens qui vont aller dans une tentative d'épure, de réduction, puis il y a d'autres, au contraire, qui vont inclure, si vous voulez, cette absence d'image dans un truc complètement performatif. Je dirais même que c'est pas antagoniste, c'est à lier chaque fois, c'est à corréler. Comme j'ai toujours eu un problème avec cette opposition, j'ai toujours trouvé douteux cette opposition entre cinéma structurel et cinéma élargi, parce que c'est les mêmes personnes qui font au même moment les deux. Donc, il y a pour moi, de mon point de vue, il y a un manque, quoi. C'est-à-dire que la réduction de l'œuvre ne s'oppose pas à l'expansion des moyens de production, de présentation de l'œuvre. Et Page, c'est très compliqué parce qu'il y a la performance, ensuite il y a un film qui inclut dans l'anthologie, il y en a plusieurs d'ailleurs, par l'anthologie de George McTunas, où là c'est un film tout court,
Ensuite, il y a un film, parce qu'il faisait toujours ça, Max Jonas faisait ça aussi. Il y a un film qui est en réduction, qui est vendu à tirage limité dans des boîtes Fluxus. Donc déjà, il n'y a pas une vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas une matérialité de l'objet, il y en a au moins 3 ou 4 différentes. Donc pour moi, c'est déjà au moins 3 ou 4 façons différentes d'exprimer le rien, quoi, ou d'incarner le rien. Vous dites que le processus est très important, enfin, c'est le processus qui compte et pas l'objet. Et c'est vrai qu'on voit toujours ces artistes, on les voit dans leur performer, effectivement. Mais moi, je trouve qu'il y a un peu une contradiction, enfin, je vois un peu une contradiction dans ces œuvres parce que je les trouve aussi extrêmement fascinés par le matériaux technologiques, films, etc. Et au point d'en être presque prisonnier. Et dans le fond, peu importe le processus, ce qui les intéresse, c'est plus le matériau. Et puis le médium, un peu dans son ensemble, dans sa globalité, ils le mettent de côté. Ils dissèquent le matériau et du coup, le processus, est-ce que c'est vraiment le processus qui est important ou pas simplement regarder au plus près à la loupe ce matériau technologique et le faire entrer dans le monde de l'art? Moi, j'aurais une réponse assez déceptive là-dessus. C'est-à-dire que je pense que si le processus se fixe dans une forme matérielle, c'est ça qui les intéresse aussi. Il y a une démarche, si vous voulez, un film comme Tom Tom the Piper Son de Ken Jacobs, il a toujours été, enfin, il est trop souvent été abordé comme un truc qui est purement formaliste. Alors que très clairement, il y a une dimension performative dedans. Mais ce qui l'intéresse, c'est le matériel final. Donc il y a peut-être, en effet, je suis d'accord, une contradiction. Attendez, je vais passer à un autre type d'affichage parce que ça me perturbe ces trucs. Il y a peut-être une contradiction dans les termes. Je dirais tout ce qui est du côté de la performance de process art, c'est le procédé, le processus qui les intéresse. Par contre, si on s'arrête sur certaines œuvres, en effet, c'est des œuvres très finies et qui sont très déterminées. Et c'est comme si le processus avait été intégré à ça. Enfin bref, je ne sais pas comment dire ça. C'est comme si le processus, tout à coup, se précipitait en une œuvre qui était, elle, extrêmement fixe et déterminée. Enfin, si vous regardez les films de Charitz, c'est très étrange. Hein. Charitz, il a fait à la fois des films pour pellicule, enfin pour projection sur un seul écran, et des installations. Et il a essayé plein de choses très, très, très différentes. C'est lui qui développait l'idée de film situé. C'est-à-dire que le film doit être situé dans un espace, s'incorporer dedans et se développer selon cela. Donc, en effet, ce qui l'intéresse, c'est l'œuvre finie. Mais, bon, il faudrait peut-être distinguer les deux. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui est antérieur à l'œuvre et parfois la concrétisation de l'œuvre devient le produit fini et on ne parle plus du reste. Mais souvent, il y a un processus qui est sous-jacent et qui me paraît important à souligner. Parce que Tom Tom the Piper Son, c'est extraordinaire comme exemple, quoi. C'est un film qui précède. Enfin, c'est extraordinaire comme exemple. C'est étonnant comme exemple. Ça précède les études systématiques sur le cinéma des premiers temps, alors ce film met en évidence des choses qui seront discutées après par les universitaires. C'est un film qui est censé être le parangon du formalisme, alors qu'en fait, ça repose sur une improvisation. C'est projeté, refilmé. Enfin, je ne sais pas si je suis clair en disant ça, mais je pense qu'il faut dissocier le temps du travail et le temps de l'œuvre aboutie, en fait. Le temps du travail est plutôt processuel et le temps de l'œuvre aboutie, en effet, on arrive à un truc qui est fixé et qui est définitif. C'est assez intéressant parce que ce que vous référez comme l'importance du processus et pour ceux qui entre nous sont en train ensuite de suivre toute la programmation qu'on propose autour de ça, Brian Eno la semaine passée
parler de ça, l'importance du processus et si on accompagne son travail. Ça m'a fait un petit peu penser quand vous avez parlé de Jackson Macleod, cette idée de montrer n'importe quelle longueur de film, n'importe quel moment du film sera toujours égal en quelque sorte, c'est-à-dire cet effacement des limites de l'œuvre, de l'objet film, c'est-à-dire il n'y a pas de début, pas de fin. Donc ces deux idées de début-fin s'effacent. Ça me fait penser à certains travaux de Brian Eno dans lesquels le processus devient très important. Et c'est-à-dire, peu importe si là, je pense que de toutes les albums individuels, sa plus courte pièce fait 40 secondes, comme la plus longue fait 1h40. C'est-à-dire, c'est tous les processus, tous les événements qui vont apparaître, mais que là, c'est uniquement du son et c'est très intéressant de voir tous ces liens qui se parlent. Il a travaillé avec Bruce Conner sur Crossroads, où il reprend des images d'explosion dans le Pacifique, d'essais nucléaires dans le Pacifique, et où ils collaborent tous les deux. C'est des gens qui sont morts, évidemment, qui ont filmé ça parce qu'ils ont été irradiés, quoi. Et Bruce Conner récupère ces images, les monte en boucle et puis demande à Brian Eno de composer une bande son là-dessus. Enfin, il y a... Oui, d'ailleurs, je le dis au passage, mais ça mériterait d'être développé. Dans le champ du cinéma expérimental, qui est quelque chose qui m'intéresse quand même, la bande son est souvent extrêmement importante et repose souvent sur des collaborations avec des compositeurs, quoi. Et bon, si vous voulez, le contemporain de Warhol, c'est aussi Steve Dvoskin, qui lui va bosser avec des compositeurs comme, qui va se brouiller d'ailleurs, avec des compositeurs minimalistes, quoi. Et donc, on voit qu'il y a... il travaille avec... son nom m'échappe. Jesus Blood, ils se sont fâchés sur ce truc. Jesus Blood, c'est un documentaire sur des clochards à Londres. Et Dvoskin tourne ça avec une caméra scientifique, donc le plan est ralenti fois 1000, c'est un extrême ralenti. Et il utilise l'enregistrement qu'il a fait d'un clochard qui chante, Jesus Blood et je sais pas quoi, qui chante là, quoi. Et comment est-ce que je peux oublier son nom? Enfin bref, un des types les plus connus de la musique minimaliste. Ensuite, on a fait une espèce d'opéra, donc ils étaient hyper fâchés là-dessus. Mais oui, la musique est un truc... Comment est-ce qu'il s'appelle? Je n'arrive pas à y croire. Steve Reich, mais c'est presque la même chose. Il y a qui à part Steve Reich? Mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que pardon, je pensais être sur un mouette, mais non, pas. Non, je disais, c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est vraiment, ça rentre dans cette logique de démystification de l'objet et en même temps de retrouver une nouvelle forme de matérialité qui est une expansion, qui est aussi une expansion dans l'espace. Et par exemple, j'ai retenu quelques définitions que vous avez données, telles que film solide et cette nécessité du film qui prend la dimension de l'espace et qui prend cette dimension d'environnement que je trouve très intéressant aussi qui pourrait aussi faire des liens presque directs avec l'architecture et même si on pense par exemple aux expériments aussi de Le Corbusier dans les pavillons Philips, par exemple, qu'il a mélangé justement, qu'il a expérimenté avec la musique. Film solide, c'est pas moi, c'est Solid Film Lights. C'est Anthony McCall. Il appelle toute une série de ses travaux Solid Film Lights. Ce qui l'intéresse, c'est pas c'est pas le film qui est projeté, c'est le fait même de la projection. Donc c'est un artiste tout à fait intéressant qui était lié au minimalisme, qui a fait plein de choses, d'ailleurs pas que dans le film, mais qui à un moment donné s'est intéressé au phénomène de la projection. Donc pendant un temps,
il a travaillé, si vous voulez, sur la projection, comment est-ce qu'on appelle ça, horizontale, c'est ça, horizontale. Donc, il projetait des films où il n'y avait pas vraiment d'image, où il y avait un contour qui se dessinait. Et ça créait un espace dans lequel on pouvait déambuler. Par la suite, il a arrêté à un moment donné de travailler, puis il a recommencé quand les possibilités techniques lui permettaient de faire des... Je ne sais pas si c'est aussi intéressant, mais peu importe, lui permettait de faire des projections du haut jusqu'en bas, des projections verticales. Donc ensuite, il a créé des énormes environnements, en fait, où les gens se déplacent là-dedans. C'est plus léché, c'est moins brutal, quoi, comme truc. C'est plus gentil, quoi. Donc c'est son expression, Solid Film Light. Ensuite, Charest a toute une réflexion sur ce qu'il appelle locational film pieces, c'est-à-dire construire des films pour un espace en particulier. Puis il ne pense pas du tout aux installations, il pense vraiment en fait que voilà, le film doit s'inscrire dans un espace quel qu'il soit. Ce n'est pas l'espace qui va déterminer la façon dont on expose le film. Et c'est le film qui va déterminer comment est-ce qu'on occupe cet espace. Donc oui, évidemment, il y a des questions architecturales qui se posent. Et d'ailleurs, c'est les questions architecturales. On peut poser autrement aussi les questions architecturales par rapport au cinéma, c'est les salles de cinéma. C'est-à-dire qu'il y a eu différents projets de salles de cinéma et bon, moi, j'aime pas trop cette idée, mais Kubelka, par exemple, il a conçu une salle où tout est dirigé sur l'écran, rien d'autre. Il y a des œillères, c'est ridicule, il y a des œillères entre les gens, ils peuvent se toucher, mais ils ne peuvent pas se voir. Ils doivent regarder la salle. Ensuite, il y a, comment est-ce qu'il s'appelait? Il y a un architecte qui avait fait dans les années 20 une salle tout à fait remarquable, puis ensuite en MoMA, je retrouvais son nom là, ça m'échappe. Mais comment est-ce qu'on présente le film, ce qui résonne aussi évidemment avec toutes les questions des projections multiples, de molinage à d'autres pratiques. Donc évidemment, oui, l'architecture de la salle est extrêmement aussi importante et a été débattue, expérimentée, ça fait aucun doute. Très bien. Alors, je me permets peut-être de clore, de vous remercier François Bovier pour cette présentation, pour cette... Bon, j'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de dire. Ça a été plus ou moins. Je pense qu'il y a beaucoup de choses vous avez ouvert la porte à beaucoup d'autres liens, soit qui résonnent beaucoup avec la thématique, avec des choses que moi je connaissais pas non plus. Donc je pars plus riche aussi et très très curieux de découvrir plus. Donc ça c'est déjà pour moi et je pense pour tout le monde est très très positif. Je voulais vous remercier. Je vous remercie à tous qui sont restés jusqu'au bout. Et je profite encore pour vous dire qu'on aura un événement de plus, donc le 7 décembre, on aura Borio. Donc, il y a une semaine, on a eu des problèmes de connexion. On a finalement pu refixer. Je pense que ces problèmes sont maintenant résolus aussi. Et on aura la conférence de Borio qui va nous mener dans les chemins du curatorial et de l'expérience du musée comme lié à la question du nothing et du rien. Donc, je vous invite aussi à être avec nous le 7 décembre. Et voilà, pour fermer ça, merci encore une fois. Merci beaucoup pour votre générosité et pour votre présence. Et j'espère qu'on puisse croiser. J'espère que dès que tout revient à la normale, on verra. Vous êtes invités à venir chez nous à l'EPFL, nous rendre visite. Et j'espère qu'on aura l'opportunité après, à ce moment-là aussi, de passer un petit peu plus de temps ensemble. Donc, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et à très bientôt. Bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. J'ai mis fin au truc, c'est ça. Oui. Quitter.